Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un petit peu plus de temps que d'habitude pour faire cette vidéo qui va répondre à certains messages que j'ai reçus. Des proches de personnes qui traversent une situation extrêmement difficile, des violences sous toutes ses formes, une agression, un abus, un traumatisme ou encore une situation où un enfant est concerné. Et qui, malgré toute leur bonne volonté, ne savent pas toujours quoi faire ni quoi dire. Et je vous remercie d'ailleurs pour ces messages et aujourd'hui j'aimerais simplement vous aider à comprendre. Comprendre ce que ces personnes vivent réellement, comprendre certaines réactions peuvent vous surprendre, comprendre aussi pourquoi certaines phrases pourtant prononcées avec les meilleures intentions du monde, elles peuvent parfois faire plus de mal que de bien. Et surtout comprendre comment être présent, comment soutenir, mais sans ajouter, malgré soi, une souffrance supplémentaire. Alors c'est sûrement une vidéo bien plus longue que d'habitude, je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer, mais parce que ce sujet, il est complexe, parce qu'il touche à l'humain, et parce que certaines réalités ne peuvent pas être résumées en quelques minutes. Alors prenez le temps d'écouter cette vidéo et peut-être en plusieurs fois. Je vais commencer quand même par dire quelque chose d'important. Il est normal d'être démuni parce que personne ne nous apprend comment accompagner quelqu'un qui traverse l'impensable. Personne ne nous apprend quoi dire à quelqu'un qui est traumatisé. Personne ne nous apprend comment être présent, mais sans trop l'être non plus, sans minimiser, sans vouloir réparer et sans donner des conseils trop vite. Donc cette vidéo, elle n'est pas là pour culpabiliser l'entourage. Elle est là pour aider du mieux que je puisse le faire, avec mon expérience personnelle, avec à travers mes accompagnements, à comprendre les personnes qui traversent ce genre de situation. Vous voyez une personne qui continue à avancer, qui se lève le matin, qui gère, qui tient, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a dessous. Et c'est normal parce que c'est inimaginable en réalité quand on ne l'a pas vécu. On peut bien sûr vivre des choses très difficiles dans notre vie, on vit tous des choses difficiles. Perdre un emploi, traverser une séparation, une maladie, une crise existentielle, un deuil, et souffrir profondément. Je suis pas en train de comparer les douleurs ou de dire qu'une souffrance serait plus légitime qu'une autre. Mais certaines situations viennent toucher plusieurs piliers en même temps. La sécurité, la confiance, le corps, le foyer, les finances, le travail, les relations, l'identité, les croyances, l'avenir. C'est pas seulement un événement difficile qui est arrivé. C'est toute une vie, aussi bien extérieure qu'intérieure, qui s'effondre en même temps. Et la personne doit continuer à fonctionner à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, tout est en train de s'écrouler. Pendant qu'elle continue à avancer, elle gère les rendez-vous, les démarches judiciaires parfois, les avocats, les institutions, les courriers, les dossiers, les papiers, les appels, la gestion de l'agresseur, les relances, les décisions importantes à prendre seule, les enfants à rassurer, le quotidien mais souvent seul maintenant, les repas à préparer, le foyer à faire fonctionner, le travail à assurer ou à retrouver, les factures à payer. Et parfois un déménagement en urgence, en toute discrétion, sans pouvoir expliquer ce qui se passe autour de soi. Parce qu'il faut protéger, parce qu'il faut agir vite, parce que certaines situations ne laissent pas le choix. Et pendant tout ça, à l'intérieur, tout s'écroule. C'est comme demander à quelqu'un de reconstruire une maison alors qu'elle est encore sous les décombres. Parce que le traumatisme, il n'est pas seulement émotionnel, il est aussi physique. Le corps, il reste en état d'alerte, même quand le danger est passé, même quand la situation semble stabilisée. Le système nerveux, il ne sait pas encore que c'est fini. Alors, lui, il continue à fonctionner en mode survie. Concrètement, ça veut dire qu'on dort plus vraiment,
qu'on se réveille épuisé après une nuit entière, qu'on peut dormir encore toute la journée suivante, mais être toujours épuisé, qu'on sursaute au moindre bruit, hein, qu'on anticipe tout en permanence sans pouvoir s'arrêter, qu'on oublie des choses simples, qu'on n'arrive pas à se concentrer et on n'a aucun contrôle. Et il y a des manifestations encore plus invalidantes parfois. Ces moments où le corps il se met à trembler sans raison, juste le système nerveux qui décharge parce qu'il ne peut plus contenir, des crises de panique qui empêchent littéralement de respirer, le cœur qui s'emballe, une oppression dans la poitrine, parfois en pleine nuit, ou parfois au milieu d'une tâche ordinaire, le corps qui croit encore qu'il est en danger. Et du coup, souvent, le corps qui refuse de sortir. Le seul endroit où on se sent à peu près bien, c'est chez soi. C'est pas de la flemme, c'est pas du repli volontaire, c'est une incapacité physique réelle. Les jambes qui ne portent plus, l'entrée qui devient infranchissable, le monde extérieur qui semble soudain impossible à affronter. C'est un corps qui a tout enregistré et qui maintenant dit stop, qui refuse d'avancer tant qu'il ne se sent pas vraiment en sécurité. Et il faut du temps pour lui faire comprendre. Donc, beaucoup de proches interprètent tout ça comme de l'exagération, un manque d'effort, un manque de volonté, ou une façon aussi de se complaire dans la souffrance. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une attitude, c'est de la biologie. Et puis, il y a quelque chose que j'observe très souvent dans mes accompagnements. Ce type d'épreuve n'arrive presque jamais seul. Souvent, quand les personnes arrivent, elles pensent souffrir uniquement de ce qui leur arrive là, aujourd'hui, dans cette situation. Et puis, elles découvrent qu'en fait, c'est venu réveiller des choses beaucoup plus anciennes. Parfois des blessures d'enfance, parfois des abandons, parfois des trahisons, parfois des violences déjà vécues, parfois des humiliations, parfois des peurs qui semblaient pourtant dépassées depuis longtemps. Et ça ne signifie pas que la personne n'avait pas avancé. Ça ne signifie pas qu'elle n'avait pas déjà travaillé sur ça. Ça signifie simplement qu'un traumatisme majeur a parfois la capacité d'aller toucher des endroits très anciens de notre histoire. C'est un peu comme si l'événement actuel venait frapper une cicatrice déjà présente. Donc, elle souffre aussi parfois de tout ce que ça réveille en même temps. Et c'est ce qui rend certaines réactions difficiles à comprendre pour l'entourage. Parce qu'il voit l'événement alors que la personne est en train de porter plusieurs couches de souffrance en même temps. La souffrance actuelle, les conséquences de ce qui s'est passé et les blessures plus anciennes que tout ça est en train de réactiver. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas juger le temps nécessaire à quelqu'un pour se reconstruire. Parce qu'on ne sait pas exactement ce que cette épreuve est venue toucher à l'intérieur de cette personne. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la solitude quand on traverse ça. Ces derniers temps, j'ai aussi beaucoup parlé de solitude. Et je vais faire encore aujourd'hui une distinction importante. On sait le sentiment de solitude que certaines personnes peuvent avoir même quand elles sont entourées. Mais dans certaines situations, la personne n'a pas seulement le sentiment d'être seule. Elle est réellement seule. Certaines personnes disparaissent. Certaines ne prennent plus de nouvelles. Certaines changent de sujet dès que la situation est abordée. Et parfois, les personnes qui semblent être les plus proches. Et cette déception, elle fait presque aussi mal que l'événement lui-même. Parfois, il y a simplement personne à appeler quand la journée a été trop lourde. Personne pour porter un petit peu du sac à dos. Personne pour comprendre vraiment ce qui se passe. Et ça, c'est pas une perception, c'est une réalité concrète. Et ça ajoute une couche supplémentaire à tout ce qui est déjà porté. Et je vous propose d'aller écouter ma vidéo sur quand commence notre responsabilité les uns envers les autres. Alors ça peut du coup paraître contradictoire, mais parfois, l'isolement est choisi. Pas choisi consciemment, mais par défaut, si je puis dire. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'entourage comprend souvent très mal. L'isolement de la personne, l'entourage le vit comme un rejet ou comme un problème à résoudre. Mais dans ces traversées, l'isolement, c'est une nécessité parfois.
Parce qu'on ne peut pas se reconstruire en restant dans le même décor, avec les mêmes personnes, avec les mêmes histoires, dans les mêmes dynamiques, qui demandent à votre ancienne version, parfois sans le vouloir, de revenir pour leur confort. On reconstruit morceau par morceau, pan par pan. Identité, relation, croyance, confiance, façon de poser ses limites, façon de choisir les gens autour de soi et façon d'aimer. Et je ne parle pas d'aimer des gens, mais simplement parfois ce qu'on aime manger ou parfois ce qu'on aime faire. Et pour ça, on a besoin d'un environnement qui corresponde à qui on est en train de devenir, pas qui on était avant. C'est pas de la fuite, c'est pas de la fragilité, c'est une reconstruction réelle qui demande de l'espace. Alors si la personne s'éloigne de certains contextes, de certaines réunions, de certaines invitations, de certaines dynamiques, ne le prenez pas personnellement. Ce n'est pas contre vous, c'est pour elle. Et puis, il y a quelque chose de très douloureux aussi, j'en parle aussi d'ailleurs dans l'autre vidéo. Certaines personnes ne se contentent pas de s'éloigner. Elles retournent la situation. Elles reprochent à la personne d'être moins présente, d'avoir changé, de ne plus donner assez, de faire du mal en quelque sorte. Comme si en fait sa souffrance devenait un problème pour elle. Comme si, alors qu'elle est déjà dévastée, elle était encore responsable de leur inconfort. Et ça, c'est une couche supplémentaire de violence. C'est le mot qui ressort, violence pour la personne. Parce qu'à ce moment-là, elle doit encore se justifier, expliquer pourquoi elle n'a pas l'énergie, pourquoi elle ne répond pas, pourquoi elle ne peut plus faire semblant. Mais vous ne pouvez pas lui demander de se justifier alors qu'elle est déjà en train de porter l'insupportable. Alors, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté des phrases qui reviennent souvent dans mes accompagnements. C'est toutes les phrases qui font du mal à ces personnes, même avec les meilleures intentions. Ces phrases qu'on sort avec de l'amour, mais qui blessent quand même profondément. Et j'ai retenu les phrases les plus fréquentes. Alors, les premières, c'est « tu es forte » ou « fort », parce que je le redis ici, je parle souvent au féminin, mais c'est tout aussi valable au masculin. Donc, tu es forte ou fort. Alors, je comprends l'intention, mais parfois, ce que la personne entend, elle, c'est « continue à tenir, ne t'effondre pas, tu vas y arriver toute seule ». Et elle n'a pas besoin qu'on admire sa force, en fait, à ce moment-là. Elle a besoin qu'on voit le prix de cette force. Une autre phrase qui revient souvent, c'est « tu vas t'en sortir ». Probablement, c'est probable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'instant où elle est au fond, cette phrase, elle peut sonner comme une façon de passer trop vite sur ce qu'elle vit maintenant et du coup de minimiser sa souffrance. Mais elle a besoin que sa souffrance soit vue, soit entendue, soit validée. Il y a aussi deux autres petites phrases que j'ai mises ensemble. Il y a « il faut tourner la page » ou « prendre du recul ». Alors on ne tourne pas la page, ni on ne prend pas de recul sur un traumatisme sur commande. Même avec toute sa bonne volonté, on ne décide pas d'aller mieux. Alors déjà parce que l'entourage est fatigué de nous voir mal. Ça demande à quelqu'un qui est au cœur d'un chaos de se détacher de ce chaos. Et je vais même vous dire une chose, parfois, prendre du recul, c'est même pas la bonne chose à faire. Parce que certaines situations demandent au contraire de rester actif, vigilant, présent, pour se protéger, pour protéger ses enfants, pour continuer à avancer dans les démarches. Le recul y viendra en son temps, mais pas parce qu'on lui demande. Alors, sur un autre sujet, sur tout ce qui concerne le travail, les finances, tu dois retrouver un travail où il faut que tu te bouges financièrement. Évidemment qu'aujourd'hui, il va falloir qu'elle le fasse. Elle le sait mieux que quiconque, surtout si elle se retrouve seule en charge avec les enfants. La pression financière, elle la vit de l'intérieur, chaque jour.
Et oui, bien sûr, au-delà des finances, retourner au travail, ça serait sûrement bénéfique sur le plan social. Mais retrouver un travail ou retourner au travail quand on ne dort plus, quand on jongle avec une procédure judiciaire, quand on accompagne par exemple un enfant en souffrance, quand le simple fait de se lever le matin, de se laver, de s'habiller demande déjà un effort considérable, ce n'est pas un manque de volonté. C'est une question de ressources. Et pour l'instant, ces ressources, elles sont mobilisées ailleurs, et entièrement. Ce dont elle a besoin dans ces moments-là, ce n'est pas qu'on lui rappelle ses obligations, c'est qu'on l'aide à trouver comment traverser cette période concrètement. Une piste, une adresse, un accompagnement, mais pas une pression supplémentaire. Une autre phrase qui revient assez fréquemment, c'est « Bon, ça fait quand même tant de temps maintenant ». Cette phrase, elle part d'une logique qui semble raisonnable. Le temps passe, les choses devraient aller mieux. Mais voilà ce qu'elle ne prend pas en compte. Quand tout s'effondre en même temps, on ne reconstruit pas ça en quelques semaines, ni même en quelques mois. Parce que ce n'est pas une seule chose qui s'est cassée, c'est tout en même temps. Et reconstruire tout ça, pan par pan, quand on ne sait même pas par où commencer, ça prend le temps que ça prend. Et pas le temps que l'entourage estime raisonnable. Pas le temps que la société accepte. Dites-vous déjà que la personne culpabilise de ne pas aller mieux. Et oui, cet état peut durer des mois, parfois des années, selon ce qui a été traversé, selon ce qui est encore en cours, selon les ressources disponibles. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas linéaire. Parfois, la personne semble aller mieux. Elle est plus disponible, elle semble plus proche, et puis, le lendemain, c'est autre chose. Une autre période de silence, peut-être parce qu'un autre pan de sa vie revient à l'avant-plan. Et rappeler à quelqu'un le temps qui passe, c'est lui dire indirectement qu'elle devrait être plus avancée, que son rythme est trop lent, que quelque chose ne va pas dans sa façon de se reconstruire. Donc non, le temps n'a rien à voir avec ça. Ce qui compte, c'est l'ampleur de ce qui s'est effondré et le respect de ce que ça demande vraiment pour se relever. Et puis, il y a toutes les autres phrases. Alors, j'en ai relevé plusieurs. Si tu traverses ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Cette épreuve, elle est là pour te faire grandir. Et regarde le positif. Ces phrases, qui peuvent venir du développement personnel, de la spiritualité, d'une intention sincère, qui rajoute encore une couche de culpabilité. La personne, elle souffre déjà, et elle se demande déjà pourquoi. Et on vient lui dire, cherche ce que cette épreuve vient t'apprendre. Mais les blessures ont déjà besoin d'être accueillies, pas expliquées, pas spiritualisées, accueillies. Et puis, il y a toutes les autres phrases qu'on peut entendre aussi, du style « T'es sûr que c'était si grave ?» Bah, il avait l'air bien quand même, ou il y a toujours deux versions. Ces phrases, mais elles peuvent faire énormément de mal. Parce que la personne, elle doute déjà de ce qu'elle a vécu. Elle a parfois mis des mois, des années à oser nommer ce qu'elle vit. Il y a aussi « si moi j'étais à ta place » ou « si j'étais toi ». Personne n'est à sa place. Personne ne sait ce qu'il ferait vraiment tant qu'il n'a pas traversé la même chose. Avec les mêmes enjeux, les mêmes peurs, les mêmes enfants, la même fatigue, la même emprise, le même passé. Et puis il y a aussi « tu n'avais qu'à m'appeler » ou « tu aurais dû me dire ». Peut-être, mais appeler demande de l'énergie qu'on n'a plus. Appeler demande de trouver les mots pour expliquer quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer soi-même. Appeler demande de ne pas avoir peur de déranger, de ne pas avoir honte, de croire avec certitude qu'on sera entendu, qu'on sera soutenu. Et dans ces moments-là, toutes ces conditions sont rarement réunies en même temps.
J'ai fait une vidéo justement sur pourquoi les personnes dans ces situations ne peuvent pas demander d'aide. Alors si la personne ne vous a pas appelé, c'est pas forcément parce qu'elle ne vous fait pas confiance, c'est parce qu'elle n'avait plus les ressources. C'est ça que c'est à vous de tendre la main en premier, sans attendre qu'elle demande. Et une dernière phrase, ah oui, c'est pas toi qui l'as vécu. Alors, il existe une situation encore plus difficile à comprendre pour l'entourage, celle où ce n'est pas la personne qui est touchée, mais son enfant. À partir du moment où on devient parent, ce qui touche profondément notre enfant nous touche aussi profondément. En règle générale, en tout cas, pour la plupart des parents. Alors, ça ne touche pas de la même manière, pas au même endroit, mais croire qu'un parent peut rester extérieur à ça, c'est ne pas comprendre ce que c'est que l'attachement parental. On ne regarde pas la souffrance de son enfant comme on regarderait une histoire qui ne nous appartient pas. Et encore, certaines personnes le vivent aussi comme ça. On la vit dans son corps, on la vit dans son système nerveux, on la vit dans ses nuits, on la vit dans sa culpabilité. Parce qu'un parent, alors je vais dire une mère, ça me simplifie les choses, elle ne souffre pas seulement de ce qui est arrivé, elle souffre aussi de ce qu'elle imagine, de ce qu'elle craint pour l'avenir, de toutes les questions qui restent sans réponse et de cette responsabilité immense de devoir continuer à être un repère pour son enfant alors qu'elle est elle-même profondément bouleversée. Et au-delà de tout ça, il y a le quotidien avec cet enfant qui porte les conséquences du traumatisme. Un enfant perturbé, qui dort mal, qui réagit différemment, qui a besoin d'être rassuré, accompagné, stabilisé par un parent qui est lui-même en train de tout reconstruire. Et quand cette situation se passe au sein d'un foyer, par exemple, cette mère n'est pas seulement victime indirecte à travers son enfant, elle est victime directe en tant que femme. Parce qu'un homme, un père qui fait du mal à un enfant, c'est rarement quelqu'un qui était doux et bienveillant, même s'il le faisait croire. C'est tout un système. Il peut y avoir aussi de la violence physique, mais c'est surtout de la manipulation, du contrôle. La violence psychologique qui s'exerce sur la femme ou sur l'enfant, parfois les deux en même temps. Donc, elle vient aussi de passer des années à supporter ça, à survivre déjà depuis bien longtemps à ces mécanismes au sein du foyer. Et ça vient toucher tellement de sphères. La confiance, le deuil d'un foyer, des dizaines d'illusions qui tombent en même temps. Donc, elle porte ses propres blessures, qui plus est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces blessures plus anciennes qui reviennent avec. Maintenant, elle porte en plus des blessures en tant que mère, sa propre reconstruction à mener, en même temps qu'elle accompagne celle de son enfant chaque jour, en plus de la gestion du quotidien. Et je ne vous parle pas du poids de sa culpabilité, parce que même quand on sait rationnellement qu'on n'est pas responsable des actes d'un autre, le sentiment de culpabilité, il existe. Il est là. Il prend de la place. Il se mélange à la peur, à la colère, à l'injustice, à la honte, à l'incompréhension, à l'urgence de protéger. Alors non, dire que ce n'est pas son histoire ne me paraît pas juste du tout. C'est son histoire aussi, et entièrement. Alors, si vous êtes proche d'une personne qui traverse ça, je vais simplement vous partager ce que j'observe dans mes accompagnements. Prenez ce qui vous semble juste parce que c'est pas universel. Déjà, je le rappelle, n'attendez pas qu'elle demande de l'aide. Tendez la main. Pas pour l'envahir, pas pour décider à sa place, mais pour lui rappeler qu'elle n'est pas seule. Un message tout simple, ça peut suffire. Je pense à toi. Je veux pas te déranger, mais je suis là. T'as même pas besoin de répondre. Ensuite, la croire, même si vous comprenez pas tout, même si vous n'avez pas tous les éléments, et même si ça vous bouscule, dire
je te crois et je suis désolée que tu traverses ça. Et puis écouter sans vouloir répondre immédiatement. Parfois, la personne, elle n'a pas besoin de conseils. Elle a juste besoin d'un espace où déposer un morceau de ce qu'elle porte. Proposer également du concret. Alors, je sais que ça va vous paraître dingue, mais vraiment, c'est important. Une personne qui est en mode survie, elle n'a pas toujours la capacité de répondre à dis-moi si tu as besoin de quelque chose. C'est trop large pour elle. Elle sait pas, elle a même pas l'énergie pour réfléchir à ça. Alors proposez-lui quelque chose de précis. Par exemple, je peux passer te déposer des courses demain. Je peux t'accompagner à ton rendez-vous. Je peux garder les enfants un moment. Je peux t'appeler demain, juste 10 minutes. Je peux t'aider à chercher une association. Je peux rester avec toi pendant que tu fais ces démarches. Tout ça, ça peut vous sembler très petit pour vous. Mais pour quelqu'un qui est en mode survie, c'est pas petit, c'est énorme. Et si elle refuse, ne le prenez pas personnellement. Parfois, elle n'a pas l'énergie non plus pour recevoir. Parfois, elle a peur d'être un poids. Donc, vous pouvez répondre simplement « Ok, je comprends, je reste là. » Et par contre, recommencer doucement plus tard, et encore plus tard, et encore plus tard si besoin. Ne lâchez pas. Respectez également son rythme, hein. Par exemple, ne pas pousser à porter plainte, ne pas pousser à parler, ne pas pousser à sortir de chez elle, ne pas pousser à aller mieux. Soutenir, ce n'est pas diriger. Ce n'est pas reprendre le contrôle sur la vie de l'autre. C'est rester assez proche pour qu'elle ne se sente pas seule, mais assez respectueux pour ne pas décider à sa place. Ah, c'est pas simple, hein. Et c'est aussi pour ça qu'il est très important qu'elle soit accompagnée par des professionnels. Votre rôle en tant que proche, aussi précieux qu'il soit, il peut pas tout faire. Et un professionnel seul ne peut pas tout faire non plus. Les deux sont nécessaires, hein. Et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. En tout cas, de ce que je pense. Un proche apporte ce qu'un professionnel ne peut pas donner, c'est-à-dire la continuité, la présence dans le quotidien, ce message à 22 heures qui dit juste « je pense à toi », ce repas déposé sans prévenir, cette présence stable qui rappelle qu'elle n'est pas seule dans sa vie réelle, pas seulement dans un cabinet. Mais un proche a ses limites. Il est émotionnellement impliqué, il peut être débordé. Et du coup, il peut dire sans le vouloir une phrase qui blesse. Il ne peut pas porter seul le poids de quelqu'un qui traverse un traumatisme majeur. Et vouloir tout porter seul, ça va finir par épuiser les deux. Et un professionnel, il apporte aussi un cadre, une neutralité, des outils, une formation spécifique pour accompagner ce type de situation sans se perdre dedans. Un espace en fait où tout peut être dit sans conséquence sur la relation. Mais là aussi, un professionnel seul ne suffit pas. 1 heure par semaine ou tous les 15 jours dans un cabinet, c'est précieux, mais entre ces heures-là, il y a une vie entière à traverser. C'est pour ça que les deux sont complémentaires, irremplaçables l'un sans l'autre. Et si vous ne savez pas quel professionnel orienter, je vous mets des ressources dans la description de la vidéo. Elle ne fera pas forcément des recherches elle-même. Alors prenez-les en main pour elle. Et je vais même vous dire, elle va peut-être pas appeler. Donc, vous pouvez aller jusqu'à tenir le téléphone et lui dire « je t'accompagne pour appeler ». Pas pour la forcer, mais pour vraiment l'accompagner. Et si vous cherchez une personne qui peut jouer ce rôle intermédiaire, on va dire, un peu des deux rôles quelque part d'accompagnement, c'est-à-dire écouter, orienter, être présente dans les étapes concrètes et souvent au quotidien parce que elle est comme ça, cette personne, vous pouvez aussi lui donner mes coordonnées. Je suis là pour ça. Je vous mets également tous mes liens en description. En conclusion, la personne que vous aimez n'a pas besoin que vous soyez parfait. Elle a besoin que vous soyez vrai,
présent, stable. Elle a besoin de sentir qu'elle ne devra pas porter votre malaise en plus du sien, qu'elle n'aura pas à vous rassurer, qu'elle ne sera pas seule, qu'elle n'aura pas à défendre sa souffrance. En plus, la plupart du temps, elle doit déjà le faire dans un cadre judiciaire. Et si vous ne savez pas quoi dire, dites-le clairement. Je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup mieux qu'une phrase toute faite qui minimise, culpabilise, spiritualise. Parce qu'au fond, dans ces moments-là, la présence compte souvent bien plus que les mots. Être là, vraiment là, pas pour sauver, pas pour expliquer, pas pour réparer, mais pour marcher un peu à côté, même dans le silence, même dans l'inconfort, même quand c'est lourd. Parce que oui, je sais que c'est lourd pour vous aussi, vraiment. Mais je pense qu'avec tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, vous comprenez à quel point ça l'est pour elle aussi. Rappelez-lui simplement par vos actes autant que par vos mots, je suis là, je te crois, tu n'as pas à porter ça seul. Et ça, c'est déjà immense. Alors, si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a permis de mieux comprendre ce que traverse une personne de votre entourage, ou si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un autour de vous, partagez-la. Parce que beaucoup de personnes souffrent en silence, mais beaucoup de proches souffrent aussi de ne pas savoir comment aider. Et si cette vidéo peut permettre à une seule personne de se sentir un peu moins seule, ou à un proche de comprendre un peu mieux ce qui se joue derrière certaines réactions, alors elle aura déjà servi à quelque chose. Et si vous souhaitez soutenir ce que je vous partage, laissez un petit like sous la vidéo, c'est anonyme. C'est pas pour flatter mon ego, c'est simplement parce que ça permet à YouTube de proposer cette vidéo à davantage de personnes qui pourraient en avoir besoin. Prenez soin de ceux que vous aimez, mais prenez soin de vous aussi. Aidez à la hauteur de ce qui vous semble juste pour vous. À très bientôt.